Chers téléspectateurs de TV Liberté, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Livre Libre. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Gilbert Penat. J'ai connu M. Gilbert Penat quand nous étions jeunes, beaux et intelligents. Je ne sais pas ce qui nous reste de ses qualités. Nous étions étudiants à Nanterre dans les années difficiles, il faut bien le reconnaître. Et nous n'étions pas d'ailleurs parmi les agitateurs gauchistes dans les années 67-68. M. Penat a fait des études d'économiste et est devenu par la suite un communicant, un lobbyiste, comme on dit. C'est très mal vu, mais ça peut être tout à fait légitime de représenter les intérêts économiques. Et alors, nous propose un livre aujourd'hui, Napoléon et Bismarck, le rêveur et le stratège, sur un événement que je considère comme absolument fondateur, hélas, de l'époque contemporaine, c'est-à-dire la survenue de la guerre franco-prussienne de 1870 dont devait ressortir l'unité allemande. Alors, première question, cher ami, pourquoi est-ce que vous, qui êtes plutôt économiste, qui n'êtes pas un historien de profession, vous êtes-vous intéressé tout particulièrement à cette période de l'histoire ? Tout simplement parce que je le dois à Philippe Séguin qui a publié Louis-Napoléon le Grand en 90, il y a 30 ans. Tout à fait, oui. Et qui a lancé une période de réhabilitation. À part l'ouvrage d'Alain Gutmann, tous les ouvrages parus vont dans ce sens-là. Alors, sur le plan de la politique intérieure, économique, industrielle, le Paris dans lequel nous vivons toujours, incontestablement, le bilan est positif. En revanche, le Paris haussmannien. Le Paris haussmannien. En revanche, la défaite de 70, la création de l'Empire allemand en janvier 71 à Versailles et la fin de la dernière période de prépondérance française m'a intrigué, surtout sous la plume d'un gaulliste qui justifiait son admiration par le fait qu'on n'en voulait pas à la Troisième République du fait de sa défaite à Sedan dans les mêmes lieux en 40. Et j'ai essayé de retracer toute cette histoire de la politique extérieure de l'empereur, dont je suis revenu aux sources et notamment à son éducation. Alors son éducation, c'est d'abord celle d'une mère qui, tout jeune... La reine Hortense. La reine Hortense. Alors mon arrière-grand-oncle Gustave Flourens, qui fut un des chefs de la commune, général de la commune, est tué à 33 ans d'un coup de sabre d'un Versaillais, ami de Marx, de Blanqui, grande figure de l'extrême gauche française à l'époque. Il n'y a jamais eu de modéré dans ma famille, c'est une disgrâce qui nous a été épargnée, appelait Napoléon III Verruel, du nom d'un des amants de la reine Hortense. Voilà. Mais était-il vraiment le fils il était censé être le fils du roi de Westphalie, de Jérôme. De Jérôme. Du roi de Hollande. Du roi de Hollande, effectivement, oui. On est à peu près certain qu'il n'est pas le fils du roi Jérôme, mais c'est pas sous cet angle-là que j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de cette femme fine politique, oui, qui très vite lui a dit « Tu seras empereur, mon fils ». Il en a témoigné au moment de juste après la défaite, mais surtout elle a eu l'intelligence de le former dans les idées de la Révolution et de l'Empire. Et donc de choisir un précepteur, il y en a eu d'autres, mais celui-là est resté plus de 6 ans, Philippe Lebas, le fils du conventionnel ami de Robespierre, en sachant pertinemment que c'était un républicain farouche, pour qu'il intègre non seulement toutes les idées de l'Empire, mais aussi celles de la Révolution dont l'Empire était issu. Oui. Et notamment le principe des nationalités. Oui. Et il passe sa jeunesse en Allemagne, essentiellement, en Rhénanie. C'est lui qui conseille. Il a déjà une éducation suisse-allemande et il l'accompagne lorsqu'il est inscrit au gymnasium d'Augsbourg. Donc il a une éducation bavaroise, ce qui d'ailleurs contribuera à le tromper sur sa perception de la Prusse, puisque comme tous les progressistes, le terme est anachronique, depuis Voltaire en passant par Madame de Staël, il a une vision extrêmement positive du pays le moins obscurantiste, le plus moderne, etc. La Prusse. Ouais. D'où oui, parce qu'il y reste sur Frédéric et ami des Lumières, etc. Les Lumières, etc. Et donc, c'est
c'est la formule de Tullard que je ne cite pas intégralement, mais grosso modo, il a lu et relu le mémorial, les paroles de l'empereur. Il les a pris au pied de la lettre. C'est de cette lecture qu'il a construit cette absurde politique des nationalités, le terme est de Tullard, qui conduira au désastre de cette politique extérieure en 70. Oui, parce qu'il faut dire que si la politique, et j'approuve tout à fait votre analyse, si la politique de Napoléon III a été heureuse sur le plan intérieur, oui, le développement économique, industriel, un grand rayonnement, y compris culturel, mais c'est vrai que toutes ces aventures, d'abord la guerre de Crimée qu'on va faire aux côtés des Anglais, contre les Russes pour éviter le démembrement de l'Empire ottoman. Je ne sais pas très bien où étaient nos intérêts là-dedans. On se le demande. La seule raison objective, mais à très court terme, c'est qu'il prenait sa revanche sur la Russie. Il mettait une fin provisoire au concert des nations créées par le traité de Vienne. Et il voulait absolument l'alliance anglaise, puisqu'il connaissait très bien l'Angleterre où il avait vécu quelques années. C'était un moyen pour lui de commencer à, mettre une fin à l'équilibre européen né du traité de Vienne. Et de ce point de vue, c'était une réussite, mais à très court terme, parce que malheureusement, le traité de Paris de 1956 donne l'illusion de redevenir, du fait que la France redevient la puissance dominante, l'arbitre des élégances diplomatiques, mais il l'avoue à son ministre de l'époque, Walewski, en fait, rien ne ressort vraiment de cela, sauf qu'il commence à inviter le Piémont d'un côté, parce qu'il pense déjà à l'indépendance, à l'autonomie du royaume d'Italie, qu'il a déjà en tête, du royaume d'Italie du Nord, et il persuade les Anglais, surtout, d'introduire la Prusse autour de la table, ce qui n'était absolument pas prévu par nos amis anglais. Mais alors on le voit, cette guerre de Crimée, finalement, elle ne rapporte rigoureusement rien à la France, à part peut-être le succès diplomatique dont vous parlez. Enfin, il nous vaut d'avoir un boulevard de Sébastopol à Paris et une avenue Malakoff. Oui, tout à fait. Voilà, bon. Le Trocadéro, non, c'est autre chose. Le Trocadéro, c'est avant. C'était avant, la prise du Trocadéro. Oui, à nouveau aussi, on a 95 000 morts, pas tous au combat, la plupart. De la maladie. Mais c'est vrai qu'il donne l'illusion d'être... que la France est revenue dans le concert des grands. Alors, après, il y a cette affaire du Mexique que vous qualifiez vous-même de désastreuse. Alors ça, c'est quand même très curieux, cette affaire du Mexique, parce que, au motif que le Mexique ne rembourse pas ses dettes, je crois, on va essayer de débarquer Juárez, je crois, le dictateur mexicain, et puis il peut le remplacer par une monarchie avec le malheureux Maximilien de Habsbourg. Alors c'est assez curieux parce que est-ce que c'est cohérent avec l'attitude assez anti-autrichienne qu'il aura dans tous les autres domaines? Tout à fait. L'Empire autrichien est sa bête noire, puisque de son point de vue, il faut abaisser l'Autriche pour permettre justement la naissance d'une petite Allemagne, c'est-à-dire d'une Prusse élargie aux dimensions de l'Allemagne du Nord dans son esprit. Sauf que Bismarck ne va pas s'arrêter là. Sauf que Bismarck a une vision tout à fait différente. Lui conçoit une grande Allemagne écartant l'Autriche. Et pareil pour l'Italie, puisque à l'époque, la Lombardie et la Vénétie... Alors, dans la manière dont on accompagne Cavour pour réussir cette unité de l'Italie du Nord, du royaume de Sardaigne, dans son esprit, il s'agit de créer une fédération qui conserverait notamment les États pontificaux, qui conserverait le royaume des deux Siciles, et dont le président serait le pape. Voilà sa vision des choses. Ah oui, non, ça n'a pas fonctionné tout à fait comme ça. Du tout fonctionné. La maison de Savoie a été boulimique.
ayant absorbé effectivement la Lombardie et la Vénétie, ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Les Prussiens ayant mobilisé sur le Rhin, il est obligé de signer le traité de Villafranca, et donc la Vénétie lui échappe. Et c'est en fait sa préoccupation principale pendant les années qui vont suivre, c'est-à-dire de 59 à 66, ce qui explique qu'il accompagne régulièrement, mais en fait depuis 49, la naissance d'une Allemagne prussianisée. Autrement dit, que ça soit dans l'affaire des duchés, que ça soit... Alors l'affaire des duchés, bon, vous connaissez tous cela parfaitement, mais enfin pour nos spectateurs, il faut rappeler ce dont il s'agissait. Il y avait des duchés au nord de l'Allemagne, le Schleswig et le Holstein, n'est-ce pas, bon, qui étaient sous un régime d'union personnelle. Et ils faisaient partie théoriquement de la Confédération allemande, mais leur souverain était le roi de Danemark. C'est ça. Bon. Et alors, toute l'opération a consisté à finalement faire la guerre au Danemark et pour en détacher, pour récupérer, pour la Prusse, pour le compte du roi de Prusse, c'est le cas de le dire, exactement. Le Schleswig et le Holstein. Et même la partie qui parlait danois. Bon, puisque tout à fait. Le principe des nationalités, il est quand même un peu à géométrie variable, a-t-on l'impression, dans cette affaire. Tout à fait. D'autant plus que pour le... Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, dans cette guerre contre le petit Danemark, qui a été, je le signale, une guerre où pour la première fois, il y a eu des observateurs japonais envoyés par le shogun, figurez-vous. Oui. Observateurs japonais qui joueront un grand rôle ensuite dans la modernisation de leur pays. Bon, mais alors, dans cette guerre, au départ, l'Autriche et la Prusse sont alliés contre le Danemark, et puis vont finalement se diviser, et c'est là que l'Autriche va être écrasée par la Prusse. Alors, dans l'espèce de... dans la manière de... la construction par Bismarck de sa victoire contre l'Autriche, il a un allié de premier rang qui s'appelle tout simplement Napoléon III, qui prend Bismarck pour un partenaire. Ils ont tous les deux, ils le savent depuis 1956, ils se sont vus très tôt, le même objectif, c'est-à-dire faire sauter le traité de Vienne, l'ordre européen né de ce traité. Et ce que ne voit pas Napoléon, c'est qu'évidemment les objectifs de Bismarck ne correspondent pas du tout aux siens, mais il met tout dans la balance. Dès 1965, il se retrouve 2 fois à Biarritz, il se retrouve aussi à Saint-Cloud. Il utilise le terme de neutralité bienveillante, mais en fait, dans les échanges de courrier avec Guillaume, avec le roi de Prusse, on parle d'entente intime, il s'agit d'une alliance de fait. Et il va même jusqu'à... Une alliance de fait, donc contre l'Autriche. Contre l'Autriche. Oui. Il va même jusqu'à convaincre subtilement nos amis italiens, qui n'étaient pas très chauds pour une entente avec la Prusse, dont ils se méfiaient, à signer en avril 1866 un traité, une entente militaire offensive et défensive qui les oblige pratiquement à entrer en guerre dans les 3 mois. Parce que la grande difficulté de Bismarck, tout au long de son parcours comme ministre-président dès 1962 et comme chancelier ensuite, c'est de convaincre le roi. Et curieusement, on a un roi qui a 17 ans. Le roi de Prusse, le roi de Prusse qui a 17 ans était à Arcis-sur-Aube, qui déteste Napoléon, qui est un militaire, qui est l'homme clé pour créer cette... Oui, le roi Guillaume. Le roi Guillaume, pour créer cette excellente armée prussienne. Mais c'est un roi militaire qui n'aime pas la guerre. Donc il a beaucoup de mal, Bismarck, à le convaincre qu'à certains moments, entre de 2 faire congrès la guerre, et 3 manipulations diplomatiques où il excelle, d'entrer en guerre. Et en gros... Napoléon III, comme à vrai dire la plupart des généraux européens, est convaincu que malgré tous les Autrichiens que les Français ont beaucoup de mal à vaincre, domineront l'armée prussienne. Il a beau être très bien informé sur l'armée prussienne, il est persuadé qu'il y aura une guerre assez longue et assez égale et qu'il pourra ensuite se présenter comme arbitre et recevoir, comme il l'avait reçu avec les Italiens, l'équivalent de Nice et de
et de la Savoie. De la Savoie, c'est-à-dire lui pense à une partie de la Belgique, à Sarrebourg, ou la Sarre. La Sarre plutôt, oui, la Sarre. Et après, il pensera au Luxembourg. Et au Luxembourg. Au Luxembourg, oui. Et à sa grande surprise, l'armée prussienne, fort bien commandée par Moltke, bat Benedek le 3 juillet. C'est la bataille de Sadova. C'est la bataille de Sadova, c'est le tournant. Mais aussi, il y a un problème technique, hein, je crois, pour Sadova. C'est que le fusil prussien, qui je crois, se rechargeait par la culasse ou quelque chose comme ça, était beaucoup plus efficace, enfin, se rechargeait beaucoup plus vite que le fusil autrichien. Que le fusil autrichien, c'est vrai. Ouais. Mais l'artillerie autrichienne valait l'artillerie prussienne. En revanche, le commandement, Benedek était un vieux soldat, n'était pas préparé à une guerre de cet ordre-là. Et la concentration des forces qui s'est faite le jour même, très audacieuse, a été remarquablement jouée par Moltke. Alors du coup, la Prusse évince l'Autriche. La Prusse évince l'Autriche. Mais elle n'en a pas une reconnaissance particulière pour la France, au contraire. Au contraire. Et on voit Bismarck, à propos de cette affaire de succession du trône d'Espagne, n'est-ce pas? Oui. Il était la candidature d'un prince Hohenzollern, c'est-à-dire de la même famille que le roi de Prusse, sauf que c'était une petite branche catholique dans le sud, qui n'avait pas grand rapport avec le roi de Prusse. Et alors, c'est à ce sujet-là que va éclater la guerre franco-allemande de 1870, n'est-ce pas? Et Bismarck va tout faire pour que ça éclate. Bismarck est à l'origine de cette candidature. Le roi ne cache pas qu'il ne veut pas d'une aventure espagnole. Il est surpris lui-même de voir ressurgir cette... Dans un premier temps, il convainc Antoine le prétendant Hohenzollern, enfin, le candidat, plus exactement. Le père du candidat. Le convainc de retirer cette candidature. Bismarck revient à la charge le 2 juillet. Ça éclate dans toute la presse espagnole et européenne. Et là, Gramont, choix très malheureux de la part de Napoléon, il a pris un ministre des Affaires étrangères, Gramont, qui est, comment dirais-je, très, très en dessous de sa tâche, et Leboeuf, qui est son ministre de la guerre, qui est à la limite de l'incompétence. Et donc, le 6 juillet, Gramont prononce un discours totalement belliciste, qui est à la limite d'une déclaration de guerre. Et malgré la pression du roi, qui, de nouveau, le 12 juillet, obtient le retrait de la candidature, ce qui est une victoire diplomatique formidable. On pourrait se satisfaire de ça. Malheureusement, mais non, on veut en rajouter et on demande au roi de Prusse de s'engager à ce que ça ne se reproduise jamais, alors qu'il vient de retirer la candidature de son lointain arrière-neveu. Enfin bon... Et il dit que, voilà, il n'a plus rien à ajouter, quoi. Bon. Exactement. À aucun moment, il ne maltraite Benedetti, notre ambassadeur à Berlin. Donc la dépêche d'Ems joue un rôle, c'est vrai, mais la volonté du clan belliciste, dont faisait partie Eugénie, même si on lui fait un peu trop porter le chapeau, joue un rôle déterminant, surtout sur un homme, à vrai dire, très dégradé. Très affaibli par la maladie de la pierre. Voilà, il avait des calculs rénaux terribles. Malheureusement, il avait vu le sol général très brillant, j'exagère un peu, Niel, qui avait tenté de réformer l'armée en 1867, opéré de cette même maladie, mourir sur la table d'opération. Et donc on a cette guerre dont Napoléon sait qu'elle est difficilement gagnable. Il est remarquablement informé par son attaché militaire, le colonel Stoffel, ancien de la Légion et suisse d'origine. Il a toutes les informations, mais il est le seul à les avoir. Il engage cette guerre et on la perdra aussi. Et ça se terminera par le désastre de Sedan. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez ici, en couverture, la photo de la maison de la dernière cartouche à Bazeilles. Bazeilles, tout proche de Sedan. Proche de Sedan. Résidence de mes aïeux, je précise. Et à cette époque, le maire, celui qui fait fonction de maire de Sedan, s'appelle Edmond Gollnisch, c'est mon trisaïeul. Voilà. Fait face à une situation quand même extraordinairement difficile. Deux mots, si je puis, sur les conséquences. Les conséquences, elles sont résumées par François-Georges Dreyfus, que nous connaissons tous,
qui considère que la guerre de 70 a été la matrice des deux guerres des deux guerres suivantes. Des deux guerres suivantes. Des deux guerres suivantes, bien sûr. La guerre de 14 se veut une revanche contre celle de 70 et la guerre de 40 une revanche allemande cette fois-ci contre celle de 14. Exactement. Et Raymond Aron a une formule extrêmement intéressante. Il dit sans l'unité allemande et sans Bismarck, Guillaume II n'aurait jamais tenté cette Welt politique. Et du coup, l'Europe ne serait pas suicidée en 1914. Le dernier épisode, si l'on peut dire, parce que les conséquences lointaines, nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui, quand Mitterrand se rend compte que l'unification allemande est imparable, il considère, il est évidemment... C'est vrai que Mitterrand... il impose... J'ai vécu cela, Mitterrand avait traîné les pieds... lorsque le problème de la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne occidentale, s'est posé. Il avait très très peur de cette Allemagne bismarckienne réunifiée, et il croit que la solution est d'imposer l'euro et, comme le dit Chevènement, pensée magique. Il croit que la puissance allemande est due à l'euro, il n'a pas compris que la puissance allemande est due à son industrie, et nous avons une Allemagne... même affaiblie, qui reste très puissante sur le plan, enfin, qui reste dominante sur le plan industriel et monétaire en Europe. Alors, il faut dire que la Prusse disposait à l'époque de territoires qui ne sont plus allemands, qui ont été récupérés par la Pologne et même par la Russie. C'est la Prusse orientale qui a été le berceau de la Prusse. La Silésie, la Poméranie, tout ça font partie aujourd'hui de la Russie ou de la Pologne. Oui. Et écoutez, votre ouvrage est tout à fait passionnant, mais on voit comment toutes ces fautes politiques ont conduit, alors d'une part à l'unité allemande, et d'autre part aussi à l'unité italienne, mais qui va se faire, mais pas du tout comme le pensait. Exactement, oui. Il croyait remettre les pas dans les traces de Richelieu, en concevant une Allemagne en 3 tronçons, avec une Allemagne au sud du Main qui serait non pas sous domination française, mais enfin disons sous influence française. Et là, évidemment, c'est une erreur totale. Il n'avait pas compris son adversaire, qui lui, en revanche, dès 1955, avait parfaitement compris les limites et le côté chimérique de la politique étrangère de Napoléon III. Et en ce qui concerne l'Italie, on peut dire que nous avons été aussi les grands perdants. Nous avons favorisé l'unité italienne, mais finalement, elle s'est faite un peu contre nous. Totalement. Et curieusement, comme il n'a pas apporté dans la corbeille en 1959 la Vénétie, les Italiens lui ont été immédiatement extrêmement hostiles, se sont retournés contre lui. Et en gros, il a créé exactement l'inverse de ce qu'il voulait créer. Il y a des gens, des personnalités aussi différentes que Marx, Kissinger, Disraeli, qui ont le même jugement en final. Il a créé l'inverse de ce qu'il voulait produire. Il voulait une France prépondérante à coups de congrès et de jeux diplomatiques, et il a créé un empire allemand qui a dominé notre histoire jusqu'à une période récente et qui le domine encore un petit peu, mais vous êtes plus qualifié que moi pour porter et qui à un moment a pu s'appuyer presque sur une alliance, enfin la Triplice, tout ça, ça a été une alliance avec l'Italie. Avec l'Italie, Il se trouve que l'Italie a fini par tomber, si j'ose dire, de notre côté au cours de la Première Guerre mondiale, mais ceci n'avait rien d'évident. Non, tout à fait. Mais merci infiniment. Et qu'est-ce qui vous a fait particulièrement vous plonger dans cette période où vous donnez des sources extrêmement intéressantes? C'est un ouvrage tout à fait documenté. Si nous avons des lecteurs qui sont intéressés, ils peuvent écrire à TV Liberté, et TV Liberté fera suivre Napoléon III et Bismarck. Votre sous-titre est très révélateur, Le rêveur et le stratège. Et en fait, le motif premier, c'est l'histoire d'une intoxication idéologique, parce que ce qui est très curieux chez le personnage de Napoléon III, c'est que sa politique saint-simonienne est influencée par Michel Chevalier, dont vous parliez, est une politique très moderne. Mon trisaïeul, qui était pour le libre-échange. Sur une expérience anglaise, il connaissait parfaitement l'Angleterre, ses usines, son fonctionnement, etc. Là, il agit comme un homme d'expérience, un homme moderne et extrêmement efficace,
En revanche, sur le plan de la politique étrangère, il est totalement sous l'influence, ce que dis-tu là, du mémorial, des idées de la Révolution et de l'Empire. Le mémorial, c'est-à-dire le mémorial de Sainte-Hélène, l'œuvre posthume, peut-on dire, de Napoléon Ier. Voilà. Qui est un ouvrage de propagande, ce qu'il ignore, et c'est ce qu'il perd. C'est la formule de Tullard, c'est ce qu'il perd. Oui. Très bien. Écoutez, merci infiniment. C'est extrêmement intéressant. Eh bien, je rappelle votre ouvrage, Gilbert Pénat, Napoléon III et Bismarck, le rêveur et le stratège. D'où il ressort que les rêveries sont parfois plus dangereuses que les cauchemars. Voilà. Oui, exactement. Merci beaucoup.